Je sais que depuis quelques jours, tout le monde est très inquiet. Qu'est-ce qui arrive au Premier ministre? J'ai gardé un certain silence. Il est bon que je vous explique certaines choses pour que vous puissiez avoir le cœur net. Beaucoup disent, pourquoi Choguer parle? Il ne doit même pas parler. Ils n'ont rien compris. La transition malienne, c'est notre bébé, à nous tous. Lorsque nous voyons que notre enfant fait des erreurs dans sa démarche, il est tout à fait normal de faire cet rappel. Si on ne le fait pas, demain, après-demain, c'est les mêmes personnes qui vont dire « Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Pourquoi il n'avait pas parlé quand ça n'allait pas ?» Donc j'ai une responsabilité particulière dans cette transition. C'est pour cela que j'avais parlé. Et d'ailleurs, je parle seulement lorsqu'il y a des sujets extrêmement importants. Si vous vous rappelez bien, j'avais parlé lorsqu'il y a eu la crise des drones entre le Mali et l'Algérie. J'ai saisi cette occasion pour rappeler à nos frères algériens que ce n'est pas comme ça qu'on doit travailler. Ce sont nos frères et nos voisins. On ne peut pas en avoir d'autres. J'ai protesté, j'ai condamné ceux qui manifestent dans les rues pour insulter les dirigeants algériens. Ce n'est pas normal. J'avais dit que quand il y a des problèmes, nos gouvernements se parlent, on attend que la tension baisse et on règle nos problèmes. Il ne sert à rien de faire certaines agitations. La deuxième fois où j'ai parlé, c'est lorsqu'il y a eu l'anniversaire de la CEDEAO. J'ai fait une tribune pour rappeler à tout le monde le processus qui nous a conduit, nos trois pays, de l'AES à sortir de la CEDEAO. La troisième fois, c'est lorsque la dissolution des partis politiques avait été décidée. J'ai estimé que je ne pouvais pas continuer à me taire. Les assises nationales ont demandé de diminuer le nombre de partis. Elles n'ont jamais demandé de supprimer les partis politiques au Mali. Et la voie pour ce faire, les assises avaient donné des indications. Il s'agissait juste de passer à la phase de mise en œuvre. Le quatrième moment où j'ai parlé, c'est lorsque il y a eu la décision de prolonger les mandats du président autant qu'il faut jusqu'à ce que les terroristes finissent. L'action qu'il y a dans notre pays a deux acteurs, les terroristes et leurs soutiens et leurs sponsors, et le gouvernement qui défend le Mali. Il était de mon devoir d'expliquer certaines choses. Surtout qu'au même moment, les terroristes ont lancé un message pour demander à tous ceux qui sont contre le régime de Bamako. Certains ont ajouté, quelles que soient les raisons, de se retrouver pour former un gouvernement d'union nationale. Ils ont même insisté qu'eux, ils savent qu'eux seuls, ils ne peuvent pas diriger le Mali. Mais ils ont besoin de tous les Maliens. J'ai dit, attention, n'atteignons pas le point de non-retour. Parce que ce n'est pas le moment de créer certaines situations. Vous savez qu'en politique comme dans la diplomatie, la meilleure façon de construire la paix, c'est de diminuer ses ennemis. En période de crise, on ne peut pas multiplier ses ennemis. C'est des éléments élémentaires de la recherche de la paix et de la diplomatie. Et donc, c'est des moments critiques, je ne pouvais pas me taire là-dessus. Mais il y a des gens qui se lèvent, ah, il ne doit pas parler, il faut qu'il se taise, il parle trop. En réalité, lorsque vous regardez ceux qui parlent comme ça, il y a beaucoup de citoyens qui sont de bonne foi, peut-être, parce qu'ils ne connaissent pas tous les aspects de la politique. Mais la majorité des gens qui comprennent, ils le font exprès. Parce que pour eux, en gardant mon silence, ça va aggraver les choses. C'est tous, sans exception, des gens qui ont toujours été contre la transition et contre le Premier ministre.
Et donc, dans ces circonstances, il était important pour moi de donner certaines explications. Comme j'ai dit, j'ai une obligation d'explication, une obligation morale dans la bonne marche de cette transition. Ceci dit, je sais que depuis une semaine, beaucoup sont inquiets que l'ancien Premier ministre est convoqué parce qu'ils ont lu dans la presse. Effectivement, il y a un journal qui a été ventilé partout, sur tous les réseaux. Mais curieusement, ce journal est sorti en version papier ce jour-là, le vendredi 25 juillet. Et il a été ventilé partout. Et tout ce qui est écrit là-dedans, c'est les mêmes éléments qu'il y a dans le rapport du vérificateur qui est public. Ce que les gens oublient, ce n'est pas la première fois. En 2015-2016, pendant que j'étais dans le gouvernement, immédiatement après ma sortie, il y avait la même pratique. Il y avait un journal où toutes les semaines, il y avait des articles pour discréditer Choguel, qu'il aurait détourné de l'argent. Et ça, c'est parce que j'étais ministre de la communication, porte-parole du gouvernement. Un membre du gouvernement, mais toutes les semaines, il y avait des attaques contre lui. Tout le monde avait peur. Donc, je suis habitué à cette pratique. La deuxième chose, c'est que beaucoup oublient, je suis dans cette position depuis bientôt 30 ans. Au Mali, tous les gouvernements auxquels j'ai participé, même les pouvoirs auxquels j'ai participé dans la représentation, ont pratiqué contre moi la même chose. Pour rappel, et tout le monde peut vérifier, j'ai passé 3 heures dans les locaux de la sécurité d'État en 1991. Quand il y avait le débat au sein du parti pour aller à l'ouverture politique, il y avait des gens aussi qui étaient dans le régime, mais en fait, c'est des adversaires du régime. Ils allaient monter contre moi des faux arguments, faisant croire que je suis un opposant infiltré aussi dans le système. Heureusement que le président, en son temps, il vérifie tout. Donc, il a confié à ses services de vérifier est-ce que ce qu'on dit est vrai. J'ai donc été interpellé à la sécurité d'État, où j'ai fait 3 heures de temps. Ma deuxième convocation pour être à la sécurité d'État, c'était le 22 mars 1991, vendredi, à 8h30. À 8h30, je me suis présenté. Le directeur de la sécurité d'État a téléphoné pour dire que compte tenu des troubles qui ont éclaté à Bamako, je précise bien le vendredi 22 mars 1991, compte tenu donc de ces troubles, le rendez-vous est remis au mardi 26 mars 1991. Ce rendez-vous n'a jamais eu lieu parce qu'entre-temps, les mêmes gens et d'autres Maliens qui étaient contre le régime, les opposants ont atteint leur objectif. Le régime a été renversé le 26 mars. Donc le rendez-vous n'a plus eu lieu. Ça, c'est en 1991. Mais cela ne m'a pas empêché de défendre une certaine vérité. Au point qu'on m'a accusé d'être l'homme de Moussa Traoré, alors que je n'avais jamais vu le président Moussa Traoré. Je l'ai vu la première fois, physiquement, pour discuter, le 12 mars 2002, quand j'avais décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai été le voir, il était détenu à Markala, j'ai discuté avec lui pour comprendre certains enjeux politiques dans notre pays. Et j'ai compris beaucoup de choses. La deuxième fois où on m'a fait cela, c'est en 2007. J'ai été dans le gouvernement de 2002 à 2007, ministre de l'Industrie et du Commerce. Dès que j'ai fait la passation de service, en 2007, les services de contrôle de l'État ont débarqué dans les bureaux, dans mes anciens bureaux. Ils ont fait des mois de contrôle pour fouiller dans ma gestion. La troisième fois, j'étais à la MRTP. C'était en 2011 et 2012. 8 mois de contrôle. Lorsque...
Et j'étais encore directeur général de l'AMRTP pour vérifier ma gestion. Ces 8 mois de contrôle, le rapport final a été déposé chez le président le 22 mars 2012. La suite, vous savez ce qui est arrivé. La troisième fois, c'est pendant la transition de 2012. Le Premier ministre a écrit au vérificateur général pour dire d'aller vérifier ma gestion, et singulièrement la gestion de l'Agence pour le Fonds d'accès universel, le fameux AGFO dont vous entendez parler. Lorsque j'arrivais à la tête de l'AMRTP, il n'y avait pas un franc dans les caisses de l'AGFO. Lorsque j'y arrivais en 2008. Mais lorsque je quittais en 2015, j'ai laissé 37 milliards dans les caisses de l'AGFO. Et au total, 60 milliards dans les caisses de l'AMRTP, après des investissements de plus de 20 milliards. Nous avons fait ce que nous pouvons. Je me suis toujours mis au service du Mali, de ma position et de mes connaissances que j'ai pu avoir, et des pouvoirs qui m'étaient conférés. Nous avions procuré pour l'État malien de la nouvelle technologie dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. J'ai expliqué plusieurs fois aux Maliens ici que beaucoup d'attentats terroristes au Mali, les auteurs ont été arrêtés grâce à ces équipements. L'attentat à la terrasse en 2015, l'attentat à Radisson, l'attentat qui a eu lieu à Grand Bassam à Abidjan, l'attentat qui a conduit à l'assassinat du garde de la grande prison de Bamako. J'ai fait ce que je pouvais. Malgré tout, quand j'arrivais, la MRTP était logée dans une villa où l'État payait 250 000 francs. C'est moi qui ai écrit au ministre des Domaines pour lui dire qu'il n'est pas normal que l'État paye de l'argent pour loger des services chargés du contrôle des télécoms. L'État doit mettre son argent dans la santé, dans l'armée, dans l'éducation, dans la construction et dans les projets sociaux. Et nous avons fait le nécessaire pour que l'organe chargé de la régulation des télécoms, qui s'appelait CRT, devenu plus tard AMRTP, puisse être indépendant. Les travailleurs qui avaient des salaires qui n'étaient pas confortables ont été mis dans les conditions. Et lorsque les travailleurs ont été mis dans les conditions, j'ai imposé un système de travail où on doit venir à l'heure et partir à l'heure. Mais avant ça, il faut améliorer leurs conditions de vie. Et quand ils ont eu des salaires suffisamment élevés, j'ai contracté avec les banques un contrat qui permettrait à tous les travailleurs de l'AMRTP, l'Agence pour la régulation des télécommunications au Mali, d'avoir un logement et une voiture. Tout le monde là-bas est dans ces conditions. Concernant les 600 millions dont on m'accuse du détournement, en fait, de quoi il s'agit? C'est le syndicat des travailleurs qui s'est adressé à moi en tant que directeur général pour me dire que la loi leur permettant d'avoir les mêmes avantages que les sociétés de télécommunications, ils voudraient que leurs enfants aillent en colonie de vacances. Je leur ai dit d'adresser le courrier au conseil d'administration, qui seul peut décider. Le conseil d'administration a accepté, a budgétisé. Le budget a été validé par le ministre des Finances. Je n'ai donc fait qu'exécuter. Au bout de quelques années, le montant cumulé fait environ 600 millions. C'est cet argent qu'on est venu dans le cadre des contrôles de 2016 faire regrouper pour dire que j'aurais détourné de l'argent. D'autres sont même venus à la télé. J'ai même entendu des journalistes sur les médias internationaux dire qu'ils ont les preuves où ils savent que moi j'ai remboursé l'argent que j'aurais détourné. J'ai entendu même des hommes politiques
dire que si ce n'était pas eux, je serais parti en prison. Mais je n'ai jamais répondu, parce que ce n'est pas nécessaire. L'autre fois où j'ai été vérifié, contrôlé, j'étais ministre de la communication, porte-parole du gouvernement en 2015. 2 missions de contrôle à la MRTP. Ensuite, dès que j'ai cessé mes fonctions, en juillet 2016, il y a eu 2 missions de contrôle encore au ministère et à la MRTP. Tout cela, c'était dans le but de me faire taire ou bien de m'humilier devant l'opinion. Mais Dieu a tranché autrement. Et enfin, quand j'étais dans le gouvernement de transition, Premier ministre du gouvernement de transition en 2023, vous pouvez vous imaginer, en 2023, je n'en ai pas parlé parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je me tais. On est venu vérifier la gestion de l'AGEFO, dont je suis le simple président du conseil d'administration. 2023. Maintenant, en 2024, j'ai fait la passation le vendredi 22 novembre avec l'actuel Premier ministre. 5 jours après, sur instruction de je ne sais qui, le vérificateur a débarqué dans les bureaux de la primature. Il a fini son travail, ils ont déposé un rapport. Mais ce rapport-là, il est sur les réseaux. Tout ce qui est dit là-dedans est sur les réseaux, tout est public, donc je n'ai pas besoin de commenter. Mais je souligne juste 2 anomalies. J'ai commencé le travail en juin 2021. Le vérificateur, je rappelle, c'est pour vérifier ma gestion en 2021, 2022, 2023, 2024. J'ai pris fonction en juin 2021. Mais curieusement, il y a des dépenses qui avaient été faites par mon prédécesseur depuis le 1er janvier 2021 qu'on a imputées à M. Choguel Maïga. Il doit avoir le dos très large. Ensuite, on a vérifié la gestion de 2022. C'est ce qui va vous faire rire. On a omis la période pendant laquelle j'étais à l'hôpital, où la primature a été gérée par l'intérimaire. Cette période n'a pas été vérifiée. Mais tout cela vous montre quoi? C'est tout simplement avec les articles de presse pour salir la réputation de Choguel, le faire peur et le faire taire. Parce que vous savez qu'en Afrique, chaque fois qu'un responsable politique, on veut le faire taire, on sort des dossiers. Ce qui fait que les services de contrôle de l'État contre la corruption, au lieu de lutter effectivement contre la corruption, ils deviennent des instruments dans la main de certaines personnes pour faire du chantage politique. Ceux qui font ça, mais je dis qu'ils se trompent de personnes, ils se trompent d'époque, ils se trompent de pays. Ils se trompent d'époque parce que cette période-là est révolue. En 2020, c'est pour cela que les Maliens sont sortis. Et surtout en 2021, à la suite de la rectification. Ils se trompent de personnes parce que ces contrôles-là ne peuvent pas me faire peur. Parce que dans la gestion de l'État, vous pouvez vérifier partout où j'ai travaillé, 2002-2007, ministre de l'Industrie et du Commerce, à la MRTP, directeur général, au ministère de la Communication, 2015-2016, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, à la primature, 2021-2024, je ne me suis jamais mêlé d'un certain type de gestion. Les techniciens font leur travail, je donne des instructions pour que tout se passe clairement. Et c'est pourquoi moi j'ai une totale, entière confiance à mes collaborateurs et à la justice malienne. Le reste là, les débats politiques là, mais j'en connais. Dans les années 1993, il y a des hommes politiques aujourd'hui qui ont fait des enregistrements à la radio pour appeler au meurtre contre Choguel et sa famille. J'ai été obligé d'exiler ma famille au village et j'ai vécu seul en exil intérieur à Bamako pendant des années. Ces hommes-là sont là, d'autres ont disparu, mais moi je suis là.
En ce moment-là, ceux qui avaient fait la pluie et le beau temps sous la Deuxième République, mais beaucoup ont rejoint le nouveau régime. D'autres sont rentrés sous les lits. Il n'y avait personne pour défendre le bilan de la Deuxième République. Moi, je ne défends pas des personnes. Je défends ce qui a été fait. J'ai dit aux gens, le palais de la culture, le CICB, la route Sévaré-Gao. Allez-y demander aux populations de Gao aujourd'hui qu'il n'y a pas de route. Ça fait plus de 500-600 km. En ce moment, vous quittez Bamako la nuit, le lendemain, vous êtes à Gao. J'ai cité les barrages de Selengue et Manantali. Ils ont été construits sous la Deuxième République. On n'en parle pas, mais aujourd'hui qu'on a des problèmes d'électricité, on en parle. Nous avions la meilleure école de la sous-région. Nous avions l'une des premières armées en Afrique. Mais un régime qui a fait tout ça, on ne peut pas venir mettre dans la tête des Maliens qui n'ont fait que du mal. Ils ont dû commettre des erreurs. Et j'ai toujours affirmé que la construction d'une nation, c'est plusieurs générations. Chaque régime vient, il fait des erreurs, il fait des acquis, et le régime qui vient construit sur ce qui a été fait. Si on commence tout le temps à faire table rase, ou humilier tous ceux qui travaillent pour le pays, mais c'est l'éternel recommencement. Moi, je ne suis pas dans ça. Donc tous mes collaborateurs le savent, à tous les niveaux, depuis d'ailleurs quand j'étais un cadre à la Sotelma. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé. Donc ceux qui pensent aujourd'hui que c'est avec ces choses qu'on va me faire peur, mais ils se trompent complètement. Mais la lutte pour l'émancipation des Maliens, nous allons le faire auprès de tous les patriotes maliens. Ces patriotes-là, chacun se bat comme il fait, on n'a pas les mêmes moyens de se nous battre, on n'a pas les mêmes façons. C'est tout ce que j'ai dit. Pour le reste, je ne rentre pas du tout dans les aspects techniques du dossier. Ça, c'est une affaire des spécialistes. Et moi, je fais confiance aux Maliens qui font leur travail. Pour le reste, chaque homme suit son destin. La peur ne peut pas servir de moyen de gouverner un pays. J'en suis convaincu. Un homme politique, il se bat avec ses idées, ses arguments. C'est pour cela que j'ai dit un homme politique, malgré qu'il y en a qui ont menti sur moi, un homme de médias, malgré qu'ils ont menti, je ne vais jamais les amener en justice. Je me bats avec mes idées. Ceux qui ont des preuves, ils vont voir les services de l'État pour se plaindre. Pour le reste, tranquillisez-vous. Je ne me reproche rien dans la gestion. Maintenant, quand on veut chercher les pouces sur la tête de quelqu'un qui est rasé, bon, c'est très compliqué. Mais on peut toujours faire des jongleries. En dehors de ça, rassurez-vous, il n'y a rien, je dis bien rien, d'anomalie dans ma gestion. Quand je suis arrivé, j'ai dit à mes collaborateurs de veiller à ce que tout se fasse conformément à la loi. Et j'ai une telle confiance à mes collaborateurs. Pour moi, ne compte que les intérêts supérieurs du peuple malien. Et j'ai toujours dit que chaque homme suit son destin. De deux, l'agenda des hommes, il est souvent différent de l'agenda de Dieu. Donc c'est seul Dieu qui tranchera. Le peuple malien, au nom duquel on est là, appréciera. C'est tout.